Bonjour à tous, bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, comment tirer plus de valeur du Daily Stand-up? Vous vous rappelez bien que les trois questions qu'on se pose rituellement sont qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et est-ce que j'ai des points de blocage, des difficultés, besoin d'aide? À ces trois questions-là, on peut en rajouter d'autres, notamment deux qui ont été d'ailleurs approuvées par les grandes pontes de Scrum. Est-ce qu'on a des tâches à ajouter au backlog? En cours d'itération, on va trouver d'autres choses. On va apprendre des choses, c'est normal, on ne peut pas tout prévoir. Rappelons que l'agilité, c'est adapter le plan plutôt que le suivre absolument. À un moment donné, on découvre il y a des choses à faire en plus, ou à faire autrement. Cette question en plus, elle va permettre de se recentrer justement sur le board. Pour illustrer ça, imaginons, on a une user story sur un site, un e-commerce, peu importe, qu'on est en train de construire. Il y a un mécanisme de connexion. On a identifié pour l'instant, en début d'itération, qu'il y avait en gros trois éléments. On va avoir un élément en plus en base de données, on va avoir un nouvel écran, et puis quand on clique dessus, on va faire le lien avec la base de données. L'équipe va travailler, il y aura le nouvel écran qui aura démarré, et puis on aura peut-être avancé à faire la base de données. Et on va se rendre compte en cours de route, un truc tout bête, la migration de la base de données. En rajoutant le champ dans la base de données, on se rend compte, mais il y a une migration, il faut gérer l'application, l'ancienne version, etc. Et c'est pas évident. On le rajoute en to-do et on y va. Sauf que, est-ce qu'elle est pertinente en fait? Peut-être, peut-être pas. Donc ça, c'est pas mal de se poser la question. Déjà, ça réassène le fait que ce plan est dynamique. On a oublié un truc, mais pas de souci, on le rajoute. Et peut-être même qu'en cascade, il faut se reposer la question. Ah ouais, il y a du travail en plus. Du coup, est-ce que le scope qu'on a défini, il tient toujours la route? Est-ce que l'objectif d'itération tel quel, on va continuer d'y arriver? Ça va nous faire dérouler une pelote qui nous fait poser des vraies très bonnes questions. Ça va aussi forcer à faire un check-in avec toute l'équipe. Peut-être que les autres collègues, ils vont dire « Mais non, mais attends, aujourd'hui, c'est pas en prod. » Donc oui, dans l'absolu, il faudrait gérer une migration, mais là, il n'y a pas vraiment de parc d'applications à mettre à jour. Du coup, non. Une autre question qu'on peut rajouter, est-ce que j'ai appris ou décidé quelque chose de nouveau ou d'une quelconque pertinence pour les autres membres de l'équipe? Ça peut être technique, ça peut être par rapport aux requirements, aux spécifications, aux besoins externes, etc. Donc là encore, cette question va permettre de soulever des éléments très pertinents sur est-ce qu'il y a des changements et est-ce que notre plan tient toujours la route? Est-ce qu'on doit le remettre en question? Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il faut en enlever? Est-ce qu'il faut en rajouter? Est-ce que l'objectif d'itération, il est toujours tenable en l'état? Est-ce qu'il faut qu'on change quelque chose pour y arriver et tenir cet objectif d'itération? Et en plus, ça ouvre une porte un peu plus large sur tout ce qui est veille. Finalement, j'ai découvert une nouvelle techno qui peut nous servir. Donc il y a aussi toute cette dimension apprentissage permanent. Partage entre les personnes dans l'équipe, elle va entraîner une culture d'apprentissage. C'est ça ce qu'on cherche. L'entreprise moderne, l'entreprise agile, c'est une culture de l'apprentissage. Donc cette première proposition de rajouter deux questions, elle ne change pas fondamentalement la structure du stand-up. Premier changement un peu plus structurel, ça pourrait être de se dire, ces questions-là, au lieu que chacun réponde à chacune de ces questions à tour de rôle, on va poser la question et on ne pose à la question suivante que lorsque tout le monde y a répondu. Pourquoi on voudrait faire ça? Par exemple, le burn-down chart. Quand est-ce qu'on le remplit et quand est-ce qu'on le regarde? Parce qu'en gros, tant que tout le monde n'a pas dit ce qu'il a fait hier, il peut y avoir des oublis en fait et ça va revenir quand tout le monde aura échangé. Donc c'est plus naturel de se dire, on le fait après que tout le monde ait dit ce qu'il a fait. Mais à l'inverse, regardez le burn-down chart après que tout le monde ait dit « Moi aujourd'hui je travaille sur ça », ça va être compliqué de tirer toute la valeur du burn-down chart puisque finalement ça fait genre tout le monde s'est déjà construit en tête « Moi je travaille sur ça, moi je travaille sur ça, tac 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 ». Ah mais au fait, l'itération elle part en sucette, il faudrait qu'on travaille autrement. Ah donc en fait là on vient de s'organiser, il faut qu'on s'organise autrement. C'est dommage, du temps perdu, intellectuellement je commençais déjà à me projeter, zut quoi. Alors que si on pose ces questions séquentiellement et que tout le monde y répond, c'est très naturel. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Tout le monde répond, au passage tout le monde met donc bien à jour le board, évidemment. Et là, on met à jour le burn-down chart. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, mais attendez, le burn-down chart, il nous dit ça. C'est aussi intéressant quand il y a les parties prenantes un peu externes qui arrivent, ou même le product owner. Au lieu d'avoir une image dispatchée de ce que chacun fait, on a une picture globale de, voilà, l'équipe a fait ça hier. Et aujourd'hui, l'équipe va faire ça. Et naturellement, on est dans une démarche de comment l'équipe s'organise pour atteindre un objectif commun, plutôt que qu'est-ce que fait chacun individuellement. Quand je réponds à mes questions, j'ai une tendance à raconter ma vie. Quand nous répondons collectivement à une question, on parle bien de l'objectif de l'équipe.
On peut même aller encore un peu plus loin. Walk the board, faire le tour du tableau. On va le remplir un peu plus et je vous explique ça. On rajoute 2 user stories. On a une notion de mon compte. La personne s'est connectée et maintenant a un espace bien à elle. Et dans cet espace bien à elle, elle a accès à ses commandes. Jouons-le avec la version Scrum typique. Moi hier, j'étais déjà sur le nouvel écran. Il était en cours. Je continue, je suis toujours dessus. Pas de difficulté particulière. J'ai pris les nouveaux champs là, de base de données, je les rajoute. Voilà, du coup, je passe de to do en cours. Puis je vais continuer. Bon, vous avez compris le truc, c'est la routine. Mais imaginons qu'il se passe un truc un peu bizarre. Donc, comme je le disais, moi je suis sur le nouvel écran. Ça avance pas mal. J'ai mis en place un template, etc. Je me suis rendu compte que finalement, toutes les stories, on allait avoir le même template. Du coup, j'ai démarré directement la partie graphique des 3 stories pour gagner du temps. Voilà. Et là, logiquement, le Scrum Master un peu expérimenté, ça lui hérisse un peu le poil. Pourquoi attendez, la première story, elle est même pas finie, mais en fait, vous êtes même carrément en plein milieu, et vous démarrez les 2 suivantes. Attention, faut rester concentré. Peut-être que ça va le faire. Si vous terminez tout, c'était peut-être le bon choix, mais moi, tout de suite, là, je vois du risque. Attention l'équipe. Mais le problème, c'est qu'en posant ces 3 questions, ça saute pas aux yeux. C'est super logique, Ouais, je bossais dessus, j'ai vu qu'il y a une dépendance, du coup, j'ai tout dépilé, je fais tout ensemble, j'irai plus vite. Tout le monde est d'accord, Qu'est-ce qui se passerait si on le faisait plutôt à cette sauce? Faire le tour du bord. Faire le tour de tous les éléments qui sont dessus. Et en suivant, bien sûr, une logique bien précise. De haut en bas, la priorité la plus élevée est en haut. Le stand-up, avec cette méthode Walk the Board, n'a rien à voir. Alors, on y va, on déroule le board. Donc, première user story, la plus prioritaire, connexion sécurisée. J'étais déjà hier, j'avance, il y a encore pas mal de taf, je continue aujourd'hui. J'ai commencé à travailler sur les champs de base de données, tout ça, du coup, je les mets en cours. Mon compte, quelque chose à ajouter, on l'a pas démarré, très bien. Mes commandes, quelque chose à ajouter, on l'a pas démarré, très bien. Donc, on voit bien, le focus, il est vraiment sur les éléments du board. Avec du coup un élément positif en cascade, c'est que ce qui va vraiment nous focaliser et nous driver, c'est le fonctionnel. C'est ces choses-là qu'il faut terminer. C'est pas le plombier qui est passé hier et que ça nous gonfle, même si je comprends qu'on a lourd sur la patate. Et donc qu'est-ce qui va se passer quand le développeur qui travaille sur la partie graphique se dit je vais tout bouger? Oui, donc alors sur mon compte, quelque chose à ajouter? Ah oui, justement, moi j'ai commencé à travailler sur la partie graphique parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une dépendance avec ça et du coup j'en parle tout de suite sur mes commandes aussi. J'ai travaillé aussi l'affichage. Je vais tout faire ensemble avec un template. Je vais gagner du temps. Là, le warning qu'on a eu précédemment du Scrum Master, là, c'est évident pour tout le monde puisqu'on parcourt le board par priorité. Quand on ne respecte pas ses priorités, naturellement, ça ressort. Attends, pourquoi tu me parles de la story du bas? On parle des trucs d'en haut et d'un seul coup, on parle des trucs d'en bas. C'est chelou. Ça choque tout le monde. On est tous focalisés sur le board et sur ses priorités. Alors il y a quand même un gros défaut à cette manière de faire. On n'a plus des temps de parole dédiés aux personnes. On ne fait plus le tour des personnes, on fait le tour des post-it. Le risque, il est que finalement, ça soit la même personne qui parle pour tout le monde. Une personne va accaparer 60%, 80%, 95% du temps. Mais c'est pas forcément un problème, parce que ça va bien à tout le monde. Les personnes se sentent libres de prendre la parole. Si vous avez cette ambiance, ça marche très bien, ça pose pas de problème à l'équipe. Il n'y a pas de tension ni rien. Why not? Par contre, si vous n'avez pas cette ambiance-là, si vous avez vraiment une forme de rapport de force, il y a une personne, peut-être un caractère très puissant, qui répond sur tout, qui a réponse à tout, et les autres personnes ne s'imposent pas. Là, ça devient un problème. Ça, c'est vraiment le gros risque de cette méthode. On pourrait étouffer, entre guillemets, des personnes qui n'ont pas la facilité de parler et qui, du coup, se retrouvent dans un format où on ne leur donne pas explicitement la parole, alors qu'effectivement, avec les 3 questions à tour de rôle, naturellement, il y a un moment où chacun a sa parole. Je vous ai donné des trucs, mais c'est un peu des trucs clés en main. Il y a énormément de matière à expérimenter en fait avec le stand-up. Je donnais l'exemple du burn-down chart. Quand est-ce qu'on le remplit? Voilà, on va pas avoir les mêmes conséquences, les mêmes dynamiques si on le remplit au début, à la fin, au milieu. Ce qui marche bien, c'est de modéliser ce qu'on appelle la routine de stand-up. On précise que le fonctionnement, c'est à tour de rôle, chacun se pose les 3 questions. On dit au passage, on a le droit de faire autrement, et même on a l'obligation d'essayer d'autres choses. Soyez conscient que vous avez un process, soyez conscient que vous avez la main sur ce process, que vous pouvez le faire évoluer, et qu'en fait vous devez expérimenter avec, tester plein de choses. Vous pouvez même imaginer, ça j'ai déjà vu ça, c'était notamment à l'initiative d'Alexandre Quach, un grand homme s'il en est, bravo à lui. Ils utilisaient aussi des post-it pour ces différentes étapes. Vous voyez, moi, ce que je vous ai dessiné là, on a écrit genre sur une feuille quelque part les différentes étapes. Eux, ils allaient beaucoup plus loin. Les différentes étapes, c'était des post-it. Ils pouvaient tester en direct, tiens, et si on essayait ça? On va changer les étapes. Ça, c'est grandiose en fait. Rien que dans la forme. Ok, on a un process, il est là, il existe, il est formalisé, mais la forme vous dit bien, et il faut expérimenter avec. On peut mettre les choses avant, après, dans un sens, dans l'autre, et c'est super puissant. Bravo Alexandre.
Et voilà, Scrum Life c'est terminé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et puis les pouces vers le haut. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez également sur mon blog jp-lambert.me. Vous trouverez les articles que j'écris qui seront également intéressants, je pense, si vous appréciez déjà Scrum Life. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous adore et vous êtes toujours mes plus grands fans, hein.